Les aventures de Tom Sawyer. Bonjour. Que diriez-vous de passer un petit séjour à Saint-Pétersbourg, dans l'État du Mississippi, aux États-Unis? C'est là qu'habite Tom Sawyer avec sa tante. Mais laissez-moi vous présenter cet espiègle en vous racontant un de ses exploits. Tous les lundis matins, Tom est malheureux. À l'idée d'avoir une longue semaine d'école, ça lui déclenche aussitôt des maladies. Ce matin, il se tourne et se retourne dans son lit en gémissant. Aïe, j'ai mal. Alertée par ses jérémiades, Tante Polly monte les escaliers 4 à 4. Et quand elle voit les grimaces que fait son Tom chéri, elle lance toute tremblante. Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Mon orteil est atteint de gangrène. Je vais mourir. Tante Polly s'affale sur une chaise, partagée entre les rires et les pleurs. Qu'est-ce que tu peux être bête, Tom? Dire que j'ai eu peur. Arrête tes simagrées et sors de ton lit. Le ton de Tante Polly est si convaincant que les douleurs de Tom cessent aussitôt. Complètement guéri, il court en direction de l'école. Mais quand il passe devant la maison de l'avocat Jeff Thatcher, il s'arrête net. Sa fille est en train de s'amuser dans le jardin. Tom n'a jamais vu une petite fille blonde aussi jolie. Elle est toute habillée de blanc, et le bleu de ses rubans rappelle celui de ses yeux. Hélas, le jeune garçon a beau grimper aux arbres et faire des pirouettes pour se faire remarquer, rien n'y fait. La fillette rentre chez elle en faisant mine de n'avoir rien vu. Découragé, Tom poursuit son chemin, tête baissée, quand il se cogne dans un copain. « Ah, salut Huck !»« Salut Tom !» Huck est le garçon le plus pauvre du village, et toutes les mères le regardent de travers. Elles le trouvent fainéant, mal élevé, insupportable et vulgaire. En revanche, tous les enfants rêvent de lui ressembler. Comme les autres garçons, Tom n'a bien sûr pas le droit de jouer avec lui, mais ça, il s'en fiche. Si seulement il pouvait vivre comme Huck, libre. Il n'est pas obligé d'aller à l'école, ni d'aller à l'église. Il va à la pêche quand ça lui chante, il rentre chez lui quand il en a envie, et surtout, personne ne l'oblige à se laver ou à s'habiller proprement. Sa veste est déjà couverte de taches, et voilà qu'il serre contre lui une bête toute sale. En voyant l'animal immobile, Tom s'écrie « Qu'est-ce que tu as là ?»« Un chat mort. »« Ben, qu'est-ce que tu vas en faire ?»« Il va guérir mes verrues. » Tom n'en croit pas ses oreilles. Comment un chat mort peut-il soigner des verrues ? Devant son air intrigué, Huck lui explique. On emmène simplement le chat au cimetière sur la tombe d'un méchant homme qu'on vient d'enterrer. À minuit pile, des diables surgissent près de la tombe. Évidemment, on ne peut pas les voir, mais on les entend murmurer. Et quand ces diables emmènent le cadavre, tu leur lances le chat mort en disant « Diable, suis le cadavre, chat, suis le diable, verrue, suis le chat ». Crois-moi, la verrue s'en va pour toujours. Tout excité, Tom s'empresse de lui dire « Dis donc, Huck, tu y vas quand au cimetière avec ton chat ?» Cette nuit. C'est cette nuit que les diables viennent chercher le vieux Os Williams. Tu veux bien que je t'accompagne ? Pourquoi pas ? Du moins, si tu n'as pas peur. Peur, moi ? Tu plaisantes ? D'accord. Je t'attendrai ce soir en bas de chez toi. Je miaulerai 2 fois pour t'avertir. Salut ! Évidemment. La discussion est si intéressante que Tom arrive en retard à l'école. Pour le punir, son maître lui ordonne de s'asseoir dans le coin des filles. Et c'est sous les éclats de rire des élèves que Tom cherche une place. Mais le voilà qui se met subitement à rougir comme une tomate. La seule place libre se trouve à côté de la jolie petite fille blonde qu'il a vue jouer dans le jardin. Tom
sort aussitôt son ardoise et se met à dessiner en faisant un écran de sa main. Curieuse, la fillette tente de regarder et lance à voix basse. Fais-moi voir. Quelle belle maison. Dessine-moi une poupée maintenant. Tom s'exécute et dessine une très vilaine poupée. Mais... Quelle merveille! Dessine-moi en train de marcher dans la rue. Tom esquisse alors une sorte de sablier avec une tête ronde comme une pleine lune et des manches à balai en guise de bras et de jambes. Époustouflée, sa voisine chuchote. Ce que tu dessines bien. J'aimerais pouvoir en faire autant. Rien de plus facile. Je t'apprendrai. Quand? À midi, après les cours, d'accord? Puis, Tom marque une petite pause et demande timidement. Comment t'appelles-tu? Becky Thatcher. Et toi? Thomas Sawyer. Mais ceux que j'aime m'appellent Tom. Tu m'appelleras Tom, d'accord? D'accord. En donnant son premier cours de dessin à Becky, Tom a le cœur qui tape. Il dit d'une petite voix: Tu voudrais être fiancé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile comme tout. Tu dis à un garçon que tu l'aimes et que tu l'aimeras toujours. Après, tu l'embrasses et c'est fini. Tom prend alors doucement Becky dans ses bras et lui chuchote à l'oreille. Je t'aime. À présent, à toi de me le dire. La fillette hésite une seconde, puis, timidement, pose sa bouche tout contre les boucles de Tom. Elle balbutie. Je t'aime. À ces mots, Becky file dans un coin de la classe et cache son visage avec son tablier. Tom est aussi très ému. Et quand les cours reprennent et que le maître l'interroge, il confond les lacs avec les montagnes avec les fleuves et les fleuves avec les continents. Comme chaque soir, Tom a ordre de se coucher à 9h30. Il pense tant à Becky qu'il s'endort la tête dans les étoiles. Soudain, il est réveillé en sursaut. Un chat miaule au dehors. C'est le signal. Huck m'attend. 1 minute plus tard, Tom est habillé de pied en cap et se glisse à pas de loup près du hangar. Huck est là, le chat mord dans les bras. En silence, les deux garçons disparaissent dans l'obscurité et atteignent une demi-heure plus tard le vieux cimetière. Après quelques hésitations, ils finissent par trouver la bonne tombe. Un peu mal à l'aise dans cet endroit si obscur, ils se cachent derrière 3 gros troncs d'arbres et attendent. Mais, quand le ululement d'une chouette brise le silence, ils se mettent tous les deux à frissonner. Rassemblant son courage, Tom murmure: Huck, tu crois que ça plaît aux morts qu'on soit ici? Je ne sais pas. C'est lugubre, hein? Soudain, Tom saisit son ami par le bras. Chut! Écoute! Qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas ces gémissements? Terrorisé, Huck souffle. Ciel, les diables arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire, Tom? Je ne sais pas. Tu crois qu'ils peuvent nous voir? Tremblant de la tête aux pieds, les deux garçons s'enfoncent dans des fourrés quand ils aperçoivent la lueur d'une vieille lanterne. Soudain, ils entendent la voix de 3 personnes. Huck reconnaît l'une d'elles. C'est la voix de Meuf Potter. Tu en es sûr? Et comment? Ne bouge pas, Tom. Ils arrivent par ici. Écoute, je reconnais aussi la voix de Joe l'Indien. Tu as raison. Je préférerais voir le diable que ce type-là.
qu'ils peuvent donc bien chercher par ici? Les 3 hommes s'arrêtent devant la tombe de Os Williams, juste à côté de la cachette de Tom et de Huck. Et quand le 3e homme ordonne aux 2 autres de sortir le cercueil de la tombe, les garçons reconnaissent tout de suite la voix du docteur du village. Soudain, le travail effectué, Potter, l'un des complices, pointe son couteau contre le visage du docteur. Voilà, monsieur. Donnez-nous $100 de plus. Sans quoi, on laisse tout en plan. Interdit, le docteur réplique. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai déjà payé. S'approchant du docteur d'un œil mauvais, Joe l'Indien lui rétorque. C'est exact. Mais on veut davantage à présent. Il y a 3 ans, votre famille m'a chassé, alors que je demandais à manger, parce que j'avais faim. Vous pensiez que j'avais oublié. Je veux qu'on règle nos comptes. En guise de réponse, l'Indien reçoit un violent coup de poing de la part du docteur, puis s'écroule sur le sol. Furieux, Potter se rue sur le docteur, mais perd son couteau dans l'empoignade. Soudain, dans une volte-face, le docteur réussit à se dégager et envoie le couvercle du cercueil sur son adversaire qui s'évanouit. Rapide comme l'éclair, Joe l'Indien se jette alors sur le docteur et lui enfonce le couteau dans la poitrine. Mortellement blessé, le docteur s'effondre sur le corps de Potter. Soulagé, l'Indien lâche aussitôt. Cette fois, tu as ton compte, sale type. Avec le plus grand sang-froid, Joe fouille les poches du docteur et place le couteau dans la main droite de Potter. Quelques minutes plus tard, Potter revient enfin à lui et, dans un frisson, laisse tomber l'arme. Il s'assoit, repousse le cadavre du docteur et croise le regard de son ami. Que s'est-il passé, Joe? Une sale affaire. Dis, pourquoi tu l'as tué? Moi? Mais je n'ai rien fait. Sans sourciller, l'Indien montre le corps inanimé. Regarde, c'est pourtant clair. Tremblant comme une feuille, Potter dit d'une voix blême. Mais je ne me souviens de rien, Joe. Dis-moi comment ça s'est passé. Oh, quelle horreur! Un homme si jeune et si gentil. Vous vous battiez? Il t'a frappé avec une planche du cercueil et tu es tombé. Tu t'es relevé, et comme il voulait te redonner un coup, tu l'as touché à la poitrine. Tu t'es effondré, et tu es resté étendu par terre, comme mort. Affolé, Potter continue d'une voix saccadée. Je ne savais pas ce que je faisais. Oh, tout ça, c'est la faute du vin. Je t'en supplie, Joe. Ne dis rien de tout ça. Terrifié d'avoir accompli un tel acte, Potter tombe à genoux devant le vrai meurtrier, puis se met à pleurer. Cachés dans les buissons, Tom et Huck sont pétrifiés d'horreur. Ainsi, Joe l'Indien a trahi son ami en lui faisant croire qu'il avait tué le docteur. Les 2 complices partis, Tom annonce à Huck. Qui racontera tout ça? Nous? Tu es fou? Joe nous tuerait tous les 2. C'est Potter, l'ivrogne, qui racontera tout. Il n'y a qu'à le laisser faire. Mais Huck, il n'a rien vu. Comment veux-tu qu'il raconte quoi que ce soit? Oh, c'est vrai. Tom réfléchit un instant et propose à son ami. Huck, il faut absolument garder le secret. Compte sur moi. Joe est capable de nous noyer comme de vulgaires chats si nous parlons. Après avoir fait le serment de ne jamais rien dire, les 2 garçons regagnent chacun leur maison. Mais la tante de Tom a passé une nuit d'angoisse. Elle l'accueille en pleurant.
Si tu continues comme ça, j'aurai bientôt des cheveux tout blancs. Tom est triste de voir sa tante dans cet état, mais il a promis de ne rien dévoiler. Vers midi, des rumeurs se répandent dans tout le village. On vient de découvrir le corps du docteur et le couteau de Potter laissé à côté du cadavre est clairement identifié. Aussitôt, tous les habitants de Saint-Pétersbourg se précipitent au cimetière. L'un d'eux s'écrie « Compan de Veuve Potter! Le voilà, c'est lui !» Le shérif a le plus grand mal à calmer la foule en colère. Il parvient enfin à s'approcher de Potter, qui éclate aussitôt en sanglots. Oh, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Parole d'honneur. Mais voilà que Joe l'Indien raconte sa version des faits et accuse son ami avec le plus grand sang-froid. En entendant ces mensonges, Tom et Huck n'ont qu'une envie, briser la loi du silence qu'ils se sont jurés d'observer. Mais Potter met tout par terre en affirmant qu'effectivement, c'est bien lui qui a tué le docteur. Tandis que Joe l'Indien réussit à répondre à toutes les questions de l'enquête, le pauvre Potter est jeté en prison. Dès qu'il le peut, après l'école, Tom donne rendez-vous à Huck et il file rendre visite aux prisonniers. Parfois, déjouant la surveillance des gardiens, les deux garçons lui glissent même du tabac et des allumettes. Ému, Potter les remercie. Oh, vous êtes si bons pour moi, les gars. Personne ne s'est montré aussi gentil au village. Jamais je ne l'oublierai. En rentrant chez lui, Tom se sent malheureux. Le soir, il a du mal à s'endormir. Et la nuit, il rêve que Potter se balance au bout d'une corde. Quelques semaines plus tard, tout le village se presse autour du palais de justice. C'est le jour du jugement. Tom s'avance vers Huck et lui chuchote inquiet. « Tu as parlé à quelqu'un ?»« Qu'est-ce que tu crois ? À personne, non ? Tu sais bien que si on parle, on n'en aura pas pour plus de 2 jours à vivre. » Tom est rassuré, mais il reprend d'une voix sombre. Qu'en pensent les gens, Huck ? Tout le monde accuse ce pauvre Potter. La salle d'audience du tribunal est pleine à craquer. Le juge fait entrer Potter. Il a des chaînes aux pieds et son teint est livide. Dans le plus grand sérieux, on appelle alors 2 témoins qui ont vu, paraît-il, Potter se promener près d'un ruisseau. Mais hélas, aucun des témoignages n'apporte le moindre indice pour l'innocenter. Le procureur en conclut donc que le pauvre Potter sera pendu haut et court. Tom ne supporte plus de se taire. Il se faufile parmi la foule et dévoile son secret à l'avocat de Potter. Aussitôt, Tom est appelé à la barre. Très intimidé, le jeune garçon bredouille des mots incompréhensibles, mais très vite, il raconte clairement tout ce qu'il a vu, et l'assistance tout entière retient son souffle. Seul, Joe l'Indien murmure un juron entre ses dents. À la fin de l'exposé, Tom hausse soudain le ton et lance d'un air solennel « Et quand le docteur a abattu le couvercle du cercueil et que Potter s'est effondré, Joe l'Indien a brandi son couteau et... » Tom n'a pas pu terminer sa phrase. Rapide comme l'éclair, Joe bouscule tout sur son passage et s'enfuit par la fenêtre du tribunal. Potter est immédiatement relâché. Quant à Joe l'Indien, il a bel et bien réussi à prendre la poudre d'escampette malgré les fouilles minutieuses opérées dans toute la région. Après plusieurs nuits de cauchemars, Tom redevient enfin insouciant et se sent à nouveau prêt à partir pour l'aventure. Un jour, il propose à Huck. « Tu aimerais devenir pirate ?»« Pirate ? Mais que font-ils ? Ils ont une vie sensationnelle. Ils prennent à l'abordage des bateaux qu'ils font brûler, ils cachent des trésors qu'ils ont trouvés sur leur île,
Ils sont couverts d'or, d'argent et de diamants. Tu connais l'île Jackson? Non. C'est où? En plein milieu du Mississippi. C'est une île déserte avec un banc de sable. Ce sera notre plage, d'accord? Excités à l'idée de vivre comme des pirates, les deux amis partent le soir même à bord d'un radeau. Tom a apporté des jumelles et des cannes à pêche, ainsi qu'un énorme jambon fumé. Mais le Mississippi est si vaste à cet endroit qu'il ressemble à un véritable océan. D'ailleurs, le courant est tel que Tom et Huck ont beaucoup de mal à pagayer dans la bonne direction. Après 2 heures de dure navigation, le radeau échoue enfin sur l'île Jackson. Aussitôt, les deux pirates mettent leurs provisions à l'abri sous un arbre, allument un bon feu, puis s'endorment à la belle étoile. Le lendemain matin, Tom, à peine réveillé, pique une tête dans le fleuve bouillonnant, puis revient secouer son ami encore endormi. « Allez, debout, Huck! On va explorer l'île !» Le sol de l'île est jonché de feuilles et de branches mortes. Les deux garçons s'amusent comme des fous à celui qui en fera craquer le plus. D'impressionnantes lianes descendent des arbres. Parfois, ils débouchent sur des clairières tapissées d'étranges fleurs. Mais au fil de la journée, le silence de l'île, la solitude du lieu, commencent peu à peu à les impressionner. Tom songe à sa maison et aux bons plats que lui préparait tante Polly. Huck, lui, regrette son tonneau, où il avait l'habitude de dormir. Mais aucun des deux n'ose avouer à l'autre qu'il a tout simplement très envie de rentrer. Leurs pensées sont tout à coup interrompues. Un orage gronde soudain comme une menace au-dessus de leur tête. Le vent se met à siffler dans les arbres. Un nouvel éclair illumine le bois et un effrayant coup de tonnerre retentit. Affolés, Tom et Huck se serrent l'un contre l'autre, se promettant de partir dès le calme revenu. Tante Polly est si heureuse de retrouver son Tom chéri qu'elle le couvre de baisers et de petites claques sur les joues. Hélas, l'école buissonnière est terminée et Tom doit reprendre ses habitudes. Se lever, se laver, aller à l'école, faire ses devoirs, bref, mener une vie régulière de petit garçon. Seulement voilà, Tom a horreur de faire tous les jours les mêmes choses. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'aventure. Alors, au bout de quelques semaines de routine, il a une idée. Il file voir son copain Huck. « Ça te dirait de partir à la recherche d'un trésor ?» Interloqué, son ami se demande si Tom ne rêve pas. Un trésor? Où allons-nous en trouver? Bah, partout. Dans des maisons hantées, par exemple. Mais qui cache ces trésors? Des voleurs, cette question. Tom réussit si bien à convaincre Huck qu'ils partent l'après-midi même, équipés de pelles et de pioches. Arrivés en bas de la colline, ils aperçoivent enfin la maison hantée du village. Elle n'a pas de clôture, elle est entourée de mauvaises herbes, et ses fenêtres n'ont plus un seul carreau. Tout paraît si abandonné que les deux garçons poussent la porte, le cœur battant. Sans faire le moindre bruit, ils posent leurs pelles et leurs pioches dans un coin et gravissent l'escalier. Tout à coup, Tom entend un drôle de bruit. Chut! Blanc comme un linge, Huck lui murmure. Que se passe-t-il? Tais-toi donc! Écoute! Tu entends? Huck propose immédiatement. Fichons le camp d'ici. Chut! Ne bouge pas. On vient par ici. À peine Tom a-t-il terminé sa phrase que deux hommes pénètrent dans la maison hantée. L'un d'eux est appelé l'Espagnol.
et les deux garçons l'ont vu plusieurs fois traîner au village. Hélas, de leur cachette, ils n'arrivent pas à distinguer l'autre intrus. Mais quand ils se mettent à parler, Tom le reconnaît tout de suite. Il chuchote à son ami. « C'est Joe l'Indien. À présent, on décampe et en vitesse. » Non, il risquerait de nous entendre. Les deux malfrats viennent de voler de l'argent. Et ils sont en train de se partager le butin sous les yeux ébahis de Tom et de Huck. Soudain, alors que Joe l'Indien enlève une pierre de la cheminée pour y placer son magot, sa lame de couteau heurte quelque chose de dur. Il dit à son complice. « Hé, l'Espagnol, je viens de donner un coup de main. Je crois que j'ai trouvé un coffret. » « Oui, c'est ça. Regarde, de l'argent !» Les deux hommes contemplent les pièces, ébahis. De vraies pièces d'or. les yeux brillants, Joe s'exclame. « Dis donc, il doit y avoir plusieurs milliers de dollars là-dedans. À nous, la belle vie. Cachons vite notre fortune. » Observant tout de l'étage, Tom et Huck sont fous de joie. Une fois les brigands partis, ils prendront le trésor. Mais leur bonheur est de courte durée, car ils entendent l'Indien préciser à son complice. Je n'ai pas confiance en cet endroit. Viens, on va enterrer le trésor dans ma cachette, au numéro 2, sous la croix. Tom et Huck sont furieux. Et voilà les malfrats envolés dans la nature, en route vers le fameux numéro 2. Intrigué, Huck demande à Tom. Ce numéro 2, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à ton avis? Je n'y comprends rien. Tout est possible. Attends, ce ne serait pas un numéro de chambre d'auberge par hasard? Ce serait pratique, puisqu'il n'y en a que 2 dans tout le village. Tu as peut-être raison, Huck. Je vais me renseigner. On se retrouve au bord du fleuve. Une bonne heure plus tard, Tom retrouve son ami comme prévu et lui lance tout essoufflé. Je crois que j'ai trouvé le numéro 2. Un des 2 aubergistes a loué une chambre à un homme qui, paraît-il, vient très rarement et toujours la nuit. Écoute, la porte de derrière de cette auberge donne sur une impasse. Toi, tu feras le guet pendant que j'essaierai d'ouvrir la porte de la chambre. D'accord ? Et si je vois Joe, j'ai peur, moi. Il fera nuit. Comment veux-tu qu'il te reconnaisse ? Peu avant minuit, Tom sort furtivement de chez lui et rejoint Huck à l'auberge. Comme prévu, Huck fait le guet pendant que Tom s'avance vers la chambre de l'étrange locataire. Le silence de la nuit fait frissonner Huck. Pas un chat en vue. Tout à coup, il voit Tom s'amener à toutes jambes. « Si tu tiens à ta peau, file d'ici !» Tom n'a pas besoin de le dire 2 fois. Huck le suit à toute allure. Arrivé à un vieux hangar, Tom s'arrête enfin et explique. « C'était affreux, Huck. J'ai heurté le bouton de la porte par mégarde et la porte s'est ouverte. Elle n'était pas fermée à clé. Je suis entré. Et alors... » « Quoi, Tom? Quoi? » « Huck, j'ai failli marcher sur la main de Joe l'Indien. » Oh, pas possible. « Si, je t'assure. Il dormait par terre, les bras écartés. Je crois qu'il était sous. » Dis-moi, Tom, tu as vu le coffre? Non, je n'ai vu que des tas de bouteilles. Je comprends pourquoi tout le monde croit que cet endroit est hanté. Il est hanté par le whisky, évidemment. Huck a soudain une idée. Tom, si Joe est ivre, c'est le moment de fouiller sa chambre pour nous emparer du coffre.
sûrement pas. C'est beaucoup trop risqué. Les deux garçons réfléchissent à un nouveau plan. Comment vont-ils réussir à coincer ce satané Joe? Enfin, Tom propose. Écoute, Huck, en montant la garde toutes les nuits, on finira bien par le voir sortir. Après, ce sera un jeu d'enfant de le suivre. Parfait. Je m'en charge. Et dès que j'ai du nouveau, je file te chercher. En rentrant chez lui, Tom croise son amie Becky. Aussitôt, elle lui propose de pique-niquer avec d'autres amis sur les berges du Mississippi. Le fleuve est si calme à cet endroit qu'elle y vient très souvent avec ses parents. Trop heureux de la revoir, Tom oublie complètement le trésor et l'Indien. Il n'a qu'une envie, être déjà au lendemain après-midi sur le vieux bateau à vapeur, loué pour la circonstance. Juste avant d'embarquer sur le bateau, Tom a une pensée pour Huck. Et s'il avait besoin de lui? Tom chasse vite cette éventualité. Après tout, quelques heures d'absence, ce n'est pas bien grave. À peine arrivé au bord du fleuve, tous les enfants se mettent à courir dans les bois ou à grimper aux arbres. Puis, après un copieux déjeuner, l'un d'eux s'écrie. « Qui m'accompagne à la grotte ?» Bien sûr, tout le monde est candidat. En un éclair, les enfants filent en haut de la colline. Mais à peine ont-ils franchi l'entrée de la grotte qu'un frisson les envahit. C'est glacial et humide, et d'étroites galeries partent de tous les côtés, un vrai labyrinthe. Et puis, ils ont entendu dire qu'on pouvait errer des jours et des nuits parmi ces couloirs sans jamais atteindre le fond de la grotte. Cependant, leur exploration se passe sans encombre, et un peu plus tard, ils se retrouvent enfin à l'air libre. Que d'exploits ils vont raconter en rentrant chez eux. À l'auberge, Huck, qui est toujours en train de monter la garde, commence à en avoir assez. Soudain, il entend un bruit. La porte qui donne sur l'impasse s'ouvre et se referme, tout doucement. Huck se cache aussitôt et sent deux silhouettes le frôler. Souple comme un chat, il se faufile dans les rues du village, bien décidé à suivre les bandits, pas à pas. Les deux complices longent le fleuve, puis s'engagent dans un sentier. Tout à coup, l'un d'eux lance à voix basse, en montrant une maison au loin. « Zut, il y a de la lumière. Elle a de la visite. Attendons qu'elle se couche. » Huck, on a le souffle coupé. C'est Joe l'Indien et l'Espagnol qui s'apprêtent encore à faire un mauvais coup. Et cette fois, ils s'en prennent à la veuve Douglas. Huck court à perdre haleine chercher du secours à la première maison. Hélas, quand les hommes appelés en renfort encerclent discrètement les brigands, voilà que l'un d'eux éternue dans un bruit de tonnerre. En un éclair, Joe l'Indien et son complice s'évanouissent dans la nature. Le lendemain matin, Madame Thatcher apprend que Becky n'a pas dormi comme prévu chez une de ses amies. Elle en est folle d'angoisse. C'est alors qu'elle rencontre Tante Polly. Bonjour, Madame Thatcher. Je ne vois pas Tom. Est-ce qu'il aurait passé la nuit chez vous, par hasard? La mère de Becky est si troublée qu'elle ne peut que secouer la tête pour répondre non. Où sont donc les deux enfants? L'alerte de la disparition de Tom et Becky est donnée dans tout le village. Personne, en effet, ne se souvient de les avoir aperçus en revenant du bateau. Sans doute, sont-ils encore dans la grotte? Aussitôt, tous les hommes du village partent à la recherche des deux enfants. Hélas, l'après-midi et la nuit passent sans aucune nouvelle. 3 jours et 3 nuits s'écoulent ainsi dans l'angoisse. À présent, il n'y a guère d'espoir de retrouver les deux enfants. Mais retournons dans la grotte avec Tom et Becky. Ils y sont coincés et n'emmènent vraiment pas large.
C'est en jouant à cache-cache avec leurs amis qu'ils se sont aventurés, sans s'en rendre compte, dans le cœur de la grotte. À la lueur de leurs bougies, ils découvrent des salles couvertes de stalactites et des chauves-souris dormant la tête en bas. Soudain, alors qu'ils observent une étrange caverne, Becky fait remarquer: Tom, on n'entend plus aucune voix. Je pense qu'on a été plus loin que les autres. Mais je ne vois pas de quel côté il pourrait se trouver. Revenons sur nos pas. Becky commence à avoir peur. Tom ne retrouve plus les points de repère qu'il a dessinés sur les parois. Se voulant rassurant, il lui annonce: Ça va. Ce n'est pas ce couloir-ci, mais le suivant sera le bon. Hélas, à chaque croisement, Tom ne sait plus du tout dans quel sens aller. Il finit par avouer: Becky, je ne retrouve plus mon chemin. Nous nous sommes perdus. Tom, c'est terrible. Nous ne sortirons jamais vivants de cette horrible grotte. Tom, j'ai tellement faim. T'as toi? Aussi. Tiens, regarde. Tom fouille dans sa poche et sort un gâteau qui lui reste du pique-nique. Seulement les heures passent et la bougie diminue. Bientôt, les deux enfants vont se retrouver dans le noir. Ils sont sur le point de s'endormir quand tout à coup, Tom se redresse. Chut! Tu as entendu? Les deux enfants retiennent leur souffle pour mieux tendre l'oreille. C'est comme si on criait leur nom, très loin. Tom répond aussitôt en criant de toutes ses forces. Oh, on est là! Oh! C'est Tom et Becky! On est là! Leur joie est indescriptible. Ils s'élancent dans la direction des appels. Tom hurle à nouveau, mais hélas, personne ne répond. Les heures s'écoulent sans rien apporter de nouveau. Soudain, Tom a une idée. Ils vont explorer un à un tous les couloirs. Il sort de sa poche une pelote de ficelle et en fixe un bout à une roche saillante. Déroulant soigneusement la ficelle, il passe en premier. Une bonne vingtaine de pas plus loin, le couloir devient si étroit que Tom propose à son ami: Surtout, ne bouge pas d'ici. Je vais aller voir en rampant où ça mène. La main tendue en avant, le jeune garçon reconnaît un virage qu'il avait déjà emprunté. Et voici que derrière un rocher, il aperçoit une main tenant une bougie. Oh! Tom pousse un cri de joie, mais le possesseur de la main apparaît aussitôt, et c'est Joe l'Indien. Heureusement, celui-ci prend la poudre d'escampette. Il n'a pas dû reconnaître la voix de Tom. Le jeune garçon retourne vers Becky, bien décidé à ne rien lui dire de sa mésaventure pour ne pas l'affoler. Pendant ce temps, au village, tout le monde pleure les enfants disparus. D'ailleurs, la plupart des sauveteurs, convaincus de ne plus les retrouver vivants, ont repris leur travail habituel. Cependant, en pleine nuit, les cloches de l'église se mettent à résonner dans tout le village, et en un clin d'œil, tout le monde se retrouve dans les rues à crier: On les a retrouvés! On les a retrouvés! Ils sont sauvés! On les a retrouvés! Ils sont sauvés! Portés en triomphe jusqu'à la maison des Thatcher, Tom et Becky sont félicités de toutes parts. Pressés de questions, Tom raconte comment ils ont réussi à se sortir de la grotte. Et comme d'habitude, il n'oublie pas de grossir la réalité. Becky et moi, on n'en pouvait plus. C'était un véritable labyrinthe. J'étais tellement épuisé que je décidai de rebrousser chemin quand j'ai cru apercevoir une faible lueur au loin.
J'ai voulu m'approcher d'elle en rampant jusqu'à la faille. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le Mississippi, là, il coulait sous mes yeux. Suspendu à ses lèvres, l'auditoire fait comprendre à Tom qu'ils attendent tous la suite. Alors, je suis parti retrouver Becky. Mais elle ne voulait pas me croire. Enfin, quand elle a vu le jour à travers la faille, elle a éclaté en sanglots. Puis on est sorti par l'orifice et on est allé s'asseoir sur la berge. Plus tard, un bateau est passé près de nous, on a crié et l'équipage nous a fait monter à bord jusqu'au village. Voilà. Enfin, après avoir passé 3 jours au lit à être choyé par tante Polly, Tom décide d'aller voir Huck. En chemin, il croise le père de Becky, qui lui apprend qu'il a verrouillé la porte de la grotte à double tour et qu'il est le seul à détenir les clés. Blanc comme un linge, Tom est obligé d'avouer. Monsieur Thatcher, il faut que je vous dise, Joe l'Indien se trouve toujours dans la grotte. En moins de 10 minutes, les hommes du village partent pour la grotte. Mais quand M. Thatcher ouvre la porte, ils reculent tous d'effroi. L'Indien est étendu sur le sol, mort. Tom est troublé par l'accident. Mais il se sent aussi très soulagé. Il vient d'apprendre que le corps de l'Espagnol a été retrouvé dans le fleuve. Ainsi, les 2 ennemis ne risquent plus de nuire à personne. Huck, lui, est très inquiet. Tom, notre beau rêve s'écroule. Pendant que tu étais coincé dans la grotte, j'ai appris qu'on avait fermé l'auberge où allaient Joe et l'Espagnol. Quelqu'un a sûrement déniché l'argent. Huck, ne t'inquiète pas. L'argent se trouve dans la grotte. Dans la grotte! Les yeux de Huck se mettent subitement à briller. Tu blagues ou quoi? Je n'ai jamais été aussi sérieux, Huck. Tu veux qu'on aille le chercher? Évidemment, tout de suite. Connaissant le chemin, Tom se glisse le premier dans le trou de la grotte, allume une bougie, puis lance fièrement à Huck. Tu vois ce gros rocher là-bas? Mais il y a une croix dessinée dessus. En voyant l'air ébahi de son copain, Tom ajoute. Tu te souviens de ce qu'a dit Joe l'Indien? On le cachera sous la croix au numéro 2. Huck, c'est exactement là. Allons-y. Le cœur battant, les 2 aventuriers s'approchent en rampant jusqu'au rocher et commencent à creuser le sol, chacun de leur côté. À peine Tom gratte-t-il le calcaire que sa lame de couteau rencontre du bois. Il s'exclame. « Huck, vite, viens voir! J'ai trouvé le coffre !» Dans un silence religieux, les 2 garçons dégagent le coffre. Et quand ils plongent leurs mains dedans, leur cri de joie réveille instantanément toutes les chauves-souris. Mais les 2 amis sont tellement excités qu'ils ne se rendent même pas compte du tintamarre qu'elles font. Nous voilà riches, Tom! Riches! Huck, je savais que nous trouverions le trésor. Bon, ne traînons pas ici. Heureusement que j'ai emporté des sacs. La nouvelle de la découverte des garçons se répand comme une traînée de poudre dans tout le village. D'ailleurs, on ne parle plus que d'eux dans le journal. Considérant les montagnes de dollars, le père de Becky, en bon avocat, suggère à tante Polly de placer l'argent de Tom à la banque. Quant à Huck, la veuve Douglas lui propose de l'éduquer. En effet, quand on est riche, on se doit d'avoir de bonnes manières. Et voilà le pauvre Huck, lavé, peigné et obligé de manger avec des couverts. Au bout de 3 jours de ce régime, Huck court retrouver Tom. Tom, je n'en peux plus. La veuve est adorable avec moi, mais je ne supporte plus de me coucher à heure fixe, de lire des livres, de faire tout comme il faut. Mais Huck, tout le monde en fait autant. À bout de nerfs, Huck continue. L'école va reprendre, il va falloir que j'y passe. Non, non, non. Tout ce qu'il faut subir quand on est riche. Pff,
Écoute, Tom. Tu vas t'occuper de mon argent et de temps en temps, tu m'en donneras un peu. Patiente un peu. Tu finiras par l'aimer, cette nouvelle vie. L'aimer? Tu veux rire? Non, Tom. Je n'ai pas envie d'être riche et d'habiter une belle maison. Ce que j'aime, moi, ce sont les bois, les rivières, et jouer aux brigands, aux pirates. Mais Huck, moi aussi je suis riche. Et crois-moi, ça ne va pas m'empêcher de devenir un brigand. Le visage subitement détendu, Huck demande. Comment? Tu crois que c'est possible? Et comment? Sauf qu'il faut être quelqu'un de respectable pour être dans le coup. Les brigands sont des gens distingués. Ça peut être des ducs, des comtes, tu vois? Pour ne pas rater l'occasion, Huck propose tout de suite un marché à Tom. Bon, je retourne chez la veuve. Je vais tenter l'expérience pendant 1 mois, à condition que tu me promettes que je ferai partie de ta bande. Marché conclu, Huck. Je t'accompagne et je vais lui demander de te laisser un peu plus de liberté. Huck est aux anges. Il ajoute. Quand comptes-tu former la bande? Ce soir. Et on procédera à l'initiation. L'initiation? C'est quoi? On jure qu'on ne se quittera jamais. Qu'on ne divulguera nos secrets à personne. Même si on menace de nous couper en 1000 morceaux. Bref, on prête serment à minuit dans le coin le plus désert qu'on puisse trouver. Fou de joie à l'idée de vivre de nouvelles aventures avec Tom, Huck lui promet. Tom, à minuit, je serai le premier arrivé au cimetière pour prêter serment. Je deviendrai célèbre. Et tu verras, la veuve Douglas sera fière de moi. Parole de brigand.